Alors, nous restons à Venise, donc je vais demander à Anna Bellavitis de nous rejoindre. Alors, Anna Bellavitis est une vénitienne de Paris, peut-on dire, et qui, je crois, a été accueillie à Paris par Alberto Tenenti, même si vous n'avez pas fait votre thèse avec lui, finalement, mais avec son ami Philippe Bronstein. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'Université d'Histoire moderne, à l'Université de Rouen, et tous ceux qui s'intéressent à Venise ici connaissent vos travaux sur l'histoire de la société vénitienne, sur l'histoire sociale de Venise. Enfin, je mentionnerai simplement votre grand livre sur l'héritage, au titre qui est un peu long, c'est comme mon nom à moi, c'est très long, c'est difficile à mémoriser. Enfin, c'est un très, très beau et très important livre. Et dans ce mélange que nous pratiquons, dans ce colloque entre les souvenirs et l'évaluation de l'œuvre de Tenenti aujourd'hui, donc vous allez nous parler précisément de Alberto Tenenti et l'histoire sociale de Venise. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier très chaleureusement François Dupuy-Grenet et Carlo Orsola pour m'avoir invité. J'ai rencontré Alberto Tenenti en 1984 à l'occasion de la présentation à l'Ateneo Veneto à Venise du livre de mon père, Giorgio Bellavitis, sur l'histoire de l'arsenal de Venise. Et quand je suis arrivée à Paris en 1988, avec une bourse du ministère italien de la Recherche à l'époque, j'ai suivi pendant 2 années le séminaire de Tenenti, et c'était une année sur Bodin, une autre année sur la ville à la Renaissance. Je n'ai pas évidemment besoin de rappeler ici, il suffit de lire le programme pour s'en rendre compte, la variété des intérêts scientifiques d'Alberto Tenenti. D'une histoire des idées politiques très philosophique, à une histoire des mentalités très interdisciplinaires, et jusqu'à l'histoire de l'économie marchande et de la marine vénitienne. Mais je voudrais ici, pour commencer, parler d'un milieu, d'un groupe de jeunes historiens nés entre 1917 et 1928, très européens, dans l'Italie des années 50, et dont les idées sur le monde et sur la politique n'étaient pas nécessairement les mêmes, justement. Et je pense à Ruggero Romano, Alberto Tenenti, à Ugo Tucci, qui sont partis en France. Les 2 premiers y sont restés, mais dans le cas d'Alberto Tenenti, après une période passée en Italie, a travaillé comme archiviste à Brescia et à Venise, comme il a été rappelé ce matin. C'est pendant cette période vénitienne que ses travaux sur la marine, sur les assurances maritimes et sur les corsaires ont mûri. Dans les mêmes années, aux archives de Venise, travaillaient Ugo Tucci, Gaetano Cozzi et plus tard Marino Berengo. Certains avaient étudié à la Scuola Normale de Pise, comme Tenenti et Berengo. Certains, comme Tucci, mais aussi plus tard Cozzi, ont passé des périodes de recherche en France sans y rester. Et presque tous, et je pense que ça c'est très important, donc Alberto Tenenti, Ugo Tucci, Gaetano Cozzi et Marino Berengo, ont travaillé comme archivistes à Venise, avant d'intégrer l'université en France ou en Italie. Au cours de ces années, de grandes œuvres sur l'histoire de Venise, à l'époque moderne, ont vu le jour. Je vais parler de 4 d'entre elles, dont 2 en italien et 2 en français, parus entre 1956 et 1959. Alors je vais parler de La Società Veneta alla fine del Settecento de Marino Berengo, paru en 1956, des lettres d'un marchand vénitien, Andrea Berengo, 1553-1556, de Ugo Tucci, paru en 1957, du livre de Cozzi, Il doge Niccolò Contarini, ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, de 1958, et de Naufrage, corsaire et assurance maritime à Venise, 1592-1609, de Alberto Tenenti, paru en 1959. Celui-là, vous le savez bien, ce n'était pas le premier livre de Tenenti, qui avait commencé sur d'autres sujets, et qui avait déjà publié La vie et la mort à travers l'art du XVe siècle, en 1952, et Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento, Francia e Italia, en 1957. Des travaux dont d'autres parleront beaucoup mieux que moi. Mais cette concentration, dans les dernières années 50, de la part d'historiens nés entre la fin des années 10 et la fin des années 20,
du XXe siècle, d'ouvrages sur l'histoire sociale, économique, politique et maritime de Venise marque un tournant dans l'historiographie vénitienne. Au cœur de ces travaux, qui traitent de sujets et de siècles différents, et à partir d'approches différentes, il y a le problème de la décadence de Venise. Il y a la volonté de comprendre, relativiser, critiquer un concept clé de l'histoire de la République à l'époque moderne. Brodel avait ouvert la voie en repoussant à la fin du XVIe et plus tard aux années 1620 et finalement au-delà des années 1650, la décadence de Venise et de la Méditerranée. Le colloque de la Fondazione Cini, Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel XVII secolo, est de 57. Le 4e colloque international d'histoire maritime, consacré aux sources, et dans lequel sont présentées les communications de Lane sur le trafic maritime de Venise et de Romano sur la marine marchande vénitienne au XVIe siècle, est de 59. Les 4 livres que je viens de citer résument à eux seuls l'émergence de thématiques nouvelles, de points de vue nouveaux, et marquent les études d'histoire vénitienne pour longtemps. À partir d'approches de thématiques fort différentes, ces travaux mettent l'accent sur un seul et unique problème, l'incapacité de la vieille République à se renouveler. Berengo ouvre son livre par les mots de l'ambassadeur français en 1786. Il est impossible de ne pas s'apercevoir que ce gouvernement, n'ayant ni force ni activité pour tout ce qui a trait au dehors, a été assez bien calculé pour ce que Venise ne changea pas de forme, mais très mal pour qu'elle acquitte une puissance réelle ou la conserva. Le problème est celui de l'échec de la transformation de l'État citadin en État régional, mais les réactions que les livres provoquent de la part de Roberto Cessi, l'un des grands historiens de Venise appartenant à la génération d'avant, montrent comment une remise en cause de la gloire de Venise était perçue comme hérétique. Cessi écrit dans son compte-rendu, et là je vais parler italien, con la scorta di elementi poco dimostrativi, il Berengo deduce una conclusione giuridicamente sbagliata, politicamente non conforme a verità. Parlare di Stato cittadino e Stato regionale nei confronti dell'ordinamento veneziano è assurdo. Il concetto giuridico di Stato non si identifica nell'estensione territoriale delle aree sottoposte a un determinato regime, ma nell'esercizio della sovranità. E questo esercizio da parte del governo veneziano sopra i territori sottoposti alla propria giurisdizione non soffre limitazioni. Alberto Tenenti a beaucoup écrit sur l'État dans l'Europe moderne, et notamment dans l'Italie de la Renaissance. La non-modernisation de l'État vénitien est au cœur de la problématique de son livre de 62, Cristoforo da Canal et la marine vénitienne avant les pentes, sur lesquelles je reviendrai. Dans l'introduction de ce livre, on peut lire « Mais cet État, qui saura repousser les empiétements ecclésiastiques, même sous la contre-réforme, qui pendant tout le XVIe siècle a saigné ses finances et, tout en essayant de l'épargner, a versé le sang de ses sujets pour se défendre, ne touche pas au cours de cette période à sa constitution médiévale et gouverne ses provinces comme au moment de leur conquête. » Et encore, entre 1540 et 1570, Venise avait manqué sa transformation de ville-État en État moderne. Est-il besoin de souligner qu'un pareil processus ne pouvait être que séculaire et que si la République ne l'a pas réussi, on devra remonter loin dans son histoire pour retrouver les prémices de cette faillite. Et en 68, dans sa contribution au volume « Venise au temps des galères », il écrit « Venise, pourtant, demeure tout à fait distincte et séparée de son état composite. Il ne semble même pas que les types coloniales de sa domination en Dalmatie, en Albanie, en Grèce, se différencient beaucoup du type instauré en terre ferme. Aucun citoyen de ces régions, même riche ou noble, ne jouit des droits politiques ou juridiques des habitants de Venise. » C'est toute la problématique de l'État moderne, de la voie italienne à l'État moderne, qui apparaît dans ces passages de Alberto Tenenti, comme dans d'autres écrits qu'il a consacrés à la conception de l'État dans l'Italie médiévale et moderne, et qui ont été en grande partie réunis dans le volume Stato, un'idea, una logica, dal comune italiano all'assolutismo francese, publié par Mulino en 87. Mais en choisissant de suivre l'ordre chronologique de parution de ces livres, de commencer par les livres de Berengo, je commençais par un historien qui n'a pas suivi le chemin de la France, qui a débuté par l'étude d'un siècle, qui a fait l'objet des travaux philosophiques de Tenenti, mais très marginalement de ses travaux d'historien, et dont les relations avec l'école des Annales ont été assez tièdes. Ce n'est en revanche pas le cas de Ugo Tucci, qui publie l'année suivante, aux éditions de la 6e section, dans la collection Affaires et gens d'affaires, les lettres du marchand vénitien Andrea Berengo, et parmi ceux qui sont remerciés, il y a bien sûr, à côté de Fernand Braudel et de Ruggero Romano, Alberto Tenenti.
la préface du livre de Tucci et de Luzzatto. Par cette édition des lettres d'un marchand cittadino, Tucci ouvre une voie nouvelle dans l'histoire sociale de Venise qu'il continuera de parcourir par la suite, en mettant en relief le rôle des marchands non nobles dans la vie économique de Venise à l'époque moderne. Le thème est repris dans l'article sur la psychologie du marchand vénitien, publié pour la première fois dans le volume Renaissance Venice, dirigé par John Hale en 1973, où Tenenti a publié un article fondamental, The Sense of Space and Time in the Venetian World of the 15th Century. Ugo Tucci remet en cause le paradigme de la décadence à partir du point de vue de la composition sociale et de la mentalité des groupes marchands actifs dans la Venise de la période qui suit les découvertes atlantiques et donc la marginalisation de la Méditerranée. Ugo Tucci et Alberto Tenenti ont travaillé ensemble et chacun remercie l'autre dans ses livres. Alberto Tenenti a beaucoup travaillé aussi avec Gaetano Cozzi, notamment pour la Storia di Venezia, de la Fondazione Cini, mais avant aussi. Gaetano Cozzi avait lui aussi travaillé aux archives de Venise comme archiviste volontaire, mais il avait une formation juridique qui a caractérisé une partie de sa production d'historien. À ces sujets, dans un cours tenu à San Giorgio en 1987, Cozzi fait remarquer que l'école des annales n'a jamais intégré la dimension juridique dans son approche pluridisciplinaire à l'histoire. Gaetano Cozzi a gardé des contacts très étroits avec tous les historiens de Venise, en Italie et à l'étranger. E come l'a écrit, ero diventato molto amico di Alberto Tenenti e Ruggero Romano. Ora è stato Alberto Tenenti che mi ha fatto conoscere, praticamente mi ha introdotto, alla conoscenza della cultura storica francese. E ancora, siamo andati una sera con Alberto Tenenti alla chiesa di San Nicolò dei Mendicoli. Siamo entrati, c'era solo qualche luce accesa, e Brodel, appena entrato, si è inginocchiato e si è messo a pregare. E questa è stata una cosa che mi ha colpito. Noi eravamo lì, Alberto Tenenti ed io, e l'abbiamo guardato con estremo rispetto, non si è più parlato, siamo usciti. Dans le premier livre de Gaetano Cozzi, sur le doge Niccolò Contarini, publié en 1958, à partir d'une approche qui est surtout, mais pas uniquement, l'histoire des idées, nous retrouvons le questionnement sur la décadence de Venise. Dans la première page de l'Avvertenza, on peut lire: Nello scrivere mi ha guidato un altro desiderio, far sentire dietro al quadro tradizionale del patriziato veneto, tutto e solo saggezza politica, nel momento in cui la Repubblica e l'Italia parevano avviarsi alla decadenza, l'esistenza di anime inquiete, severe, di uomini aperti su un mondo più alacre, attenti a seguirne la vita e pronti a parteciparvi o a raccoglierne gli echi. Pas de doute que Cozzi était en train de parler de sa génération, d'hommes inquiets, sévères, mais prêts à participer à une ouverture nécessaire de l'Italie sur le monde après le fascisme et la guerre. Que le livre de Cozzi n'ait pas été seulement un livre d'histoire culturelle apparaît sous la plume de Alberto Tenenti, dans le compte-rendu qu'il publie dans le premier numéro du Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato veneziano, en 1959. La grande qualità dell'opera del Cozzi, écrit Tenenti, è che il genere biografico gli è servito per ridestare non solo Niccolò Contarini, ma la scena veneziana del suo tempo, con i suoi molteplici attori, da Leonardo Donà a Domenico da Molin, da Andrea Paruta ad Alvise Zorzi, dal Sarpi al Micanzio e a Renier Zeno, per non citarne che alcuni. E la struttura della società veneziana comincia così a perdere quell'astrattezza e quell'apparente immobilità che sembravano caratterizzarla e che la rendevano di fatto difficilmente comprensibile. En 1959, donc, Alberto Tenenti publie son premier livre d'histoire vénitienne, Naufrage, corsaires et assurance maritime à Venise, 1592-1609, suivi par Venezia e Corsari, 1580-1615, et Cristoforo da Canal et la marine vénitienne avant les pentes, en 62. 3 livres avant tout d'histoire maritime, mais qui par le choix des sources et par les problématiques soulevées, ouvrent aussi de nouvelles perspectives de recherche sur l'histoire de la société vénitienne. Et c'est comme cela que je les ai lus quand j'ai commencé à m'y intéresser. Dans les premières lignes de l'avant-propos de Naufrage, corsaires, assurance maritime, le ton est donné. Le travail que nous présentons, écrit Tenenti, est fondé sur le déploiement des fonds notariaux vénitiens des XVIe et XVIIe siècles. L'importance fondamentale de cette source, pratiquement encore inexploitée, a été clairement aperçue par Fernand Brodel, qui a orienté et guidé en cette direction nos recherches. Et il poursuit en remerciant, à côté de Brodel, Romano, Cozzi, Tucci et Sapori. Une source inexploitée alors, et encore peu exploitée de nos jours, il faut dire, car difficile, mais d'une richesse
extraordinaire. Les galères à cette époque s'appellent encore Balba, Donata ou Basadonna, mais aussi Labia, Ragazzona ou Girarda, des noms qui témoignent de la présence des cittadini vénitiens dans les commerces maritimes. Deux noms que j'ai par la suite retrouvés dans mes recherches sur les droits de citoyenneté à Venise au XVIe siècle, de même que les noms des assureurs et assurés. Aussi bien, écrit Tenenti, estimons-nous que la guerre de course, la poussée navale et économique des hommes du Nord, la sourde menace de l'Espagne ne sont pas les seuls éléments du terrible déclin qui frappe et qui frappera Venise. Son organisation politique et militaire, ses structures sociales et techniques sont à mettre en cause. Et si la réaction de Venise est désordonnée et malgré son courage insuffisante, c'est que son organisme, sa biologie des cités médiévales ne se sont pas transformés en temps voulu. Et voici qui s'annonce alors l'ouvrage qui suit, Cristoforo da Canal et la marine vénitienne avant les pentes. C'est-à-dire l'histoire d'un projet de réforme de la marine vénitienne qui n'aboutit que partiellement. Tenenti écrit « Nous avons conçu la marine non seulement comme une organisation militaire d'hommes et de bateaux indispensables à Venise, mais comme un reflet direct de toute sa constitution politique et sociale, comme une expression authentique de ses structures fondamentales dans laquelle s'incarnait la psychologie collective de sa classe dirigeante, ainsi que les rapports de territoire d'outre-mer avec la métropole. Nous retrouvons ici la même attention aux instances de réforme venant d'une élite parfaitement consciente des problèmes que Venise devait affronter, que nous avons vus dans les livres de Corsi. Avons-nous le droit de penser que dans ces cas aussi, comme nous en avons fait l'hypothèse pour Corsi, il y avait derrière les choix de recherche de Tenenti des préoccupations contemporaines pour une Italie en construction, déjà lointaine, mais sans doute toujours au cœur des préoccupations de ceux qui, comme Alberto Tenenti, avaient trouvé en France la possibilité de développer des thèmes de recherche qui, dans les milieux académiques italiens, ne trouvaient peut-être pas la place qu'ils méritaient. Ces recherches et ces thématiques ont marqué l'historiographie vénitienne pendant longtemps. Et Alberto Tenenti a d'ailleurs continué à travailler sur l'histoire maritime de Venise et a dirigé plusieurs volumes de la Storia di Venezia Treccani. Une partie de ses contributions a été publiée dans le recueil Venezia il senso del mare en 1999, dont le titre reprend celui de l'introduction au volume 12 de la Storia di Venezia consacré à Il Mare qu'il a dirigé avec Ugo Tucci. On retrouve dans le choix des mots une allusion explicite à l'article The Sense of Space and Time in the Venetian World of the 15th Century. Et bien sûr, au titre de ses travaux plus anciens sur Il senso della morte. Il s'agit d'une récurrence ou il s'agit plutôt d'un retour aux origines, à l'histoire des mentalités du début de sa carrière, mais renouvelée par l'apport de l'histoire économique de la Méditerranée. Donc une histoire des mentalités enracinées, très enracinées dans la réalité sociale et économique. The Sense of Space and Time n'a rien d'un traité de philosophie esthétique, mais explique comment, au XVe et au XVIe siècle, a évolué la représentation que les Vénitiens, et surtout les patriciens, se faisaient de la place que leur ville et de la place de leur ville et de leur État dans l'échiquier international. Et de comment se modifient à cette époque les relations entre dominante et dominio, stato da terra et stato da mare. Dans Il senso dello Stato, publié en 1996 dans la Storia di Venezia, Alberto Tenenti interroge toute la complexité des significations du mot Stato dans la Venise de la Renaissance. Nettement différente de ce qu'à Florence, à la même époque, on entend par ce mot, car les patriciens vénitiens se réfèrent tout le temps à une tradition ancienne, intemporelle, immuable, ce qui, écrit Tenenti, non può che creare un ulteriore ostacolo al dipanamento della matassa di fattori che intervennero nel loro multiforme e insieme ricercatamente coerente senso dello Stato. Lo Stato è legittimamente patrizio, ma la sua gestione riassumeva gli interessi in primo luogo di tutta la comunità cittadina e in secondo luogo dei sudditi nel loro insieme. On peut dire que dans les années 80-90, Alberto Tenenti est passé de la lecture de l'État vénitien en termes de non-modernisation qui avait caractérisé ses premiers livres des années 50-60, à une interprétation plus nuancée de la complexité de la construction de l'État vénitien en termes de la perception que l'élite politique, économique, culturelle avait de sa domination et de sa capacité à se mobiliser pour la défendre. Si Alberto Tenenti a travaillé aussi sur les marins, les marchands, les galériens, il a surtout concentré son attention sur le patriciat.
à partir d'une perspective d'histoire des mentalités, qui allait de la perception de l'inconnu, à travers les voyages d'Andrea Damosto, à l'utilisation de l'art, à travers le traité de Giovanni Maria Memmo, de la question du mariage, dans ses travaux sur Francesco Barbaro, au sens de la politique et de l'État, dans les écrits de Paolo Paruta. La question du rôle historique de la noblesse dans l'histoire des États italiens reste fondamentale pour Tenenti, qui, en prenant aussi clairement position dans un débat qui a occupé, et qui, je crois, continue d'occuper les historiens de l'Italie moderne, écrit qu'il juge tanto arrischiato quanto in genere ozioso l'intento di distinguere nobiltà e patriziato a Venezia. L'histoire de l'État s'identifie avec celle du patriciat, mais, toutefois, dans la recherche constante d'une instance supérieure affranchie des personnalités qu'il gouverne. À ces moments-là, le développement de liens de fidélité entre centre et périphérie, entre capitale et terre ferme, au niveau des élites, semble, à Tenenti, l'un des sujets à approfondir. Le rôle du patriciat, en tant que véritable protagoniste de l'histoire de la République, en dépit de certains épisodes d'insubordination de l'armée navale, est à nouveau central dans les essais que Tenenti consacre dans la Storia di Venezia à la navigation vénitienne au XVIIe siècle. Son senso dello Stato, du patriciat, n'en résulte pas diminué, au contraire renforcé dans la conjoncture des guerres de Candie et de Morée. Ce qui, selon Tenenti, contribue à expliquer comment Venise, qui n'était plus al centro dell'universo, a réussi à survivre à ces épreuves. Una congiuntura agitata da dissidi interni e da minacce esterne che non vide affatto il disgregarsi e ancor meno il vero e proprio decadere di una struttura statale, ma anzi dimostrò la sua resistenza e il suo robusto perdurare. Una sorta di arduo e ancora esplorabile aggiornamento di un organismo cittadino quasi arcaico rispetto ai compiti dell'impietosa modernità, comme il l'avait écrit dans l'essai sur Galilée à Venise en 1995. En 2000 a été publié, sous la direction de deux historiens américains, John Martin et Dennis Romano, qui je crois n'a qu'un lien avec Roger Romano, le volume collectif Venice Reconsidered, fruit d'un colloque organisé en 1997 à l'occasion des anniversaires de 1297 et de 1797, et inspiré explicitement de Renaissance Venice de 1973. Les essais des 15 historiens, pour la plupart anglo-américains, qui composent le volume, sont organisés en quatre sections. The Setting, Politics and Culture, Society and Culture, After the Fall. Ce qui frappe dans les titres des sections, comme dans les articles, c'est l'absence totale de l'économie. Cela n'enlève rien à l'importance du livre, évidemment, qui veut mettre en relief les nouvelles orientations de l'historiographie sur Venise. Mais paraît significatif d'une orientation plus générale de l'historiographie des dernières décennies, qui n'est évidemment pas celle qui a guidé les travaux de Tenenti, où le mot société s'accompagnait aussi bien du mot économie que du mot culture. Et c'est peut-être là l'une de ces leçons les plus importantes et les plus difficiles à suivre. Je me permets de conclure sur une dernière citation d'Alberto Tenenti, qui est une leçon de méthode et même peut-être quelque chose de plus. Se la storia dovesse essere soprattutto uno strumento per ridurre l'altro alla propria misura, per appiattire la ricchezza dei suoi oggetti, valutandoli tutti secondo la propria presuntuosa scala, meglio forse sarebbe non praticarla, per non accentuare ulteriormente il proprio istintivo convincimento che solo un modo di pensare, il nostro, abbia diritto di cittadinanza. Grazie. Merci beaucoup d'avoir mis en lumière ce nœud constant dans l'œuvre de Tenenti entre économie, société et culture. Effectivement, je me souviens qu'il y a, dans une des interviews de la fin de sa vie, en 1994, dans un journal espagnol, il a une phrase qui m'avait beaucoup impressionné quand je l'ai découverte, qui était « Pour moi, l'histoire économique et l'histoire des mentalités, c'est tout un. C'est la même chose. » Ce n'est pas quelque chose que même Fernand Braudel aurait pu dire, je crois. Mais en tout cas, merci de tout cela. Nous y reviendrons certainement dans la discussion.